couples n'ont pas la chance d'avoir un enfant naturellement. Les difficultés pour avoir une grossesse sont spontanément reprochées aux femmes. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les hommes peuvent avoir également leur part de responsabilité. L'infertilité masculine est une cause dans 10 à 11% des situations et les deux partenaires peuvent être impliqués dans plus de 30% de cas. Quelles sont les causes de l'infertilité chez l'homme et chez la femme? Quelle solution peut-on proposer à un homme infertile? La réponse à toutes ces interrogations, c'est tout de suite avec notre invité que je ne vous présente plus, Dr Magloire Yévi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de l'infertilité chez l'homme. Comme chez la femme, il s'agit des facteurs anatomiques, génétiques et bien d'autres. Alors, avez-vous une idée de la guérison traditionnelle de ce mal? Sinon, le naturopathe, président de l'ONG Le Secouriste, nous en parle. La stérilité, c'est l'ensemble des causes qui bloquent la conception, soit de l'homme ou bien chez la femme. Il y a plusieurs causes à ça. Donc, dans un premier temps, nous essayons d'identifier la cause à travers des analyses appropriées. Et suite à ça, maintenant, nous savons ce qu'il faut attaquer. Pour traiter ce mal, nous avons plusieurs méthodes. Il y a la réflexothérapie, il y a la diététique, il y a aussi la phytothérapie. Donc, nous utilisons les trois méthodes pour pouvoir maîtriser le mal. Les plantes, pourquoi? Les plantes vont servir à traiter l'infection et un cas d'infection ou à traiter les myomes, les fibromes ou bien les trompes bouchées. Nous avons déjà des produits préparés que nous conseillons, mais quand même, arrive qu'on associe directement d'autres plantes qu'il faut acheter au marché, telles que le codor, où le monde sait sa force dans le traitement des problèmes chez la femme. Et il y a aussi le caillicédra par ses vertus thérapeutiques. Oui, nous l'associons et un régime approprié parce que un comportement ne sont pas de nature à favoriser la conception chez la femme. Bien sûr que du côté moderne, on n'en parle pas, mais chez nous, nous mettons l'accent sur un régime. Exemple, éviter la glace, les gluants, l'huile rouge. Voilà un peu notre façon d'aborder le mal et de satisfaire nos patients. L'infertilité, surtout celle de l'homme, ne s'affiche pas autant bien qu'elle existe. Je vous propose de suivre ce qu'en pensent certains citoyens.
Bon, et rien il m'a fait bon. Vous nous mi kadami délai. Bon, vidi si quoi. Suno na ro do nyunu do nyunu gon egusi. Nyunu na ro do suno do suno gon egusi. Donc ene don tagba waka bon, suno rien agbe asi kabi nyunu rien agbe asu. Au moment où nos grands-parents prenaient 2, 3 femmes, ils allaient consulter, voir cette fille-là, la fille de telle personne-là, ensemble avec mon jeune homme, est-ce que ça peut aller? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des anomalies qu'il faut régler rapidement avant que vous se mariez? Mais il s'est fait qu'aujourd'hui, bon, vous connaissez quelque part, 1, 2, allez, on va voir les parents. Et ce qui est un peu triste et marrant, jeunes couples, sans avoir fait enfant, ils iront faire le mariage. De n'importe quel côté, hein, je ne peux pas dire non, ils iront faire le mariage pour que la femme soit fidèle à son homme et que l'homme aussi soit fidèle à sa femme. Voilà, quelques jours plus tard, ils n'ont pas d'enfant. Que voulez-vous? Les timbonos signent nous, les timbonos les signent nous dessous. Bon, et ouais zombo, des timbres non bleu, ben on analyse du sang. Bon, le bon nous mettons les marques à et non y a autour les na bleu ben nous mettons les marques et on et non compter. Mais on marque à bon dire mi levo dio devol alors pas devol il dit mi si dit fio grandi bon du coup non les biome à moi qui on a sous grandi on couvert donc même à ton là non assez tôt alors que et assez tôt ya on met ton les marque grandi beau ndo poa il est sous créer problème réunion. Le devoir de concevoir est là. Mais le projet TAD ne se concrétise pas. Après plusieurs mois dans l'attente et l'impatience, vous vous interrogez sur une éventuelle stérilité. Dr Magloire Yévi, spécialiste du domaine, comme je vous l'annonçais, est ici présent sur ce plateau. Quelques secondes et on le retrouve. Dr Magloire Yévi, bonjour. Bonjour. Et merci d'accepter une fois encore notre invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir. Pour commencer, est-ce qu'on peut arriver à dresser d'abord un portrait type de l'homme infertile aujourd'hui? Un portrait type de l'homme infertile sur le plan morphologique n'existe pas. Il n'est pas possible de voir un homme à vue d'œil et de conclure tout de suite qu'il est incapable de faire des enfants. Vous allez voir des hommes en costume bien cravatés dans de grosses voitures et qui sont incapables de faire des enfants. Vous allez voir des hommes géants, costauds et très forts qui sont incapables de faire des enfants. Vous allez voir des hommes pauvres qui sont capables de faire des enfants. Donc, il n'y a pas un portrait phénotypique, morphologique, que l'on peut décrire pour estimer qu'un homme est infertile. Sur ce, comment peut-on définir l'infertilité? L'infertilité est définie comme l'incapacité pour un couple, après 1 an de rapports sexuels complets, fréquents et réguliers, sans contraception, d'obtenir une grossesse. Je vais expliquer tout simplement. Voilà, un homme et une femme qui vivent maritalement. Je n'ai pas dit qu'ils vivent séparément, parce qu'aujourd'hui, vous avez des couples qui viennent vous voir en consultation pour difficultés à concevoir. Et quand vous commencez par les interroger, c'est des gens qui vivent à des centaines de kilomètres l'un de l'autre, qui se rencontrent une fois tous les 2 mois ou 3 mois, qui après 1 an se pointent pour dire « Docteur, je n'arrive pas à faire d'enfant ». Non, avant de parler d'infertilité de couple, vous devez vivre ensemble et avoir des relations sexuelles complètes, c'est-à-dire de bout en bout, fréquents, c'est-à-dire en moyenne 3 fois par semaine, et réguliers toutes les semaines. De ce fait, existe-t-il une différence entre l'infertilité et la stérilité, docteur? Bien sûr. L'infertilité, c'est décrit comme l'incapacité d'avoir des enfants après 1 an de rapport complet et régulier sans contraception. Mais la stérilité, c'est l'aspect extrême de l'infertilité du couple. C'est l'infertilité irréversible. Lorsqu'on déclare un homme infertile, c'est qu'il y a la possibilité de faire des enfants ou il n'y a pas la possibilité. Donc, il y a 2 types d'infertilité. Nous avons l'infertilité réversible et l'infertilité irréversible. L'irréversible, c'est ça qu'on appelle la stérilité. C'est l'extrême. Et ça, on ne peut conclure cela qu'après avoir fait des explorations pour vérifier
la raison pour laquelle notre homme ou notre femme est incapable de procréer. Parlez-nous un peu des causes de ce mal. Les causes de ce mal sont multiples. Il faut dire tout de suite que vous pouvez explorer un homme qui, du coup, il n'y a pas une cause évidente, mais il n'arrive pas à enceinter une femme. C'est des causes idiopathiques. Alors, mais il y a des causes qui peuvent être décrites. C'est, par exemple, les infections. Okay. Lorsque vous avez des infections dans votre jeunesse et que vous ne vous prenez pas en charge, vous faites la gonococcie, vous faites une chlamydiose, vous souffrez d'une infection banale des testicules ou une infection ordinaire et que vous négligez, l'infection va s'étendre de l'urètre ou de la vessie vers les organes, les gonades qui sont, si vous voulez, l'usine de sécrétion, de sécrétion de ces cellules qui vont participer à la fécondation et donner un œuf dont le développement sera l'homme. Donc, il faut savoir que pour faire un enfant, il faut une usine de production de ces cellules-là, oui. Ce sont les testicules chez l'homme et les ovaires chez la femme. Il faut des canaux pour transporter ces cellules des gonades vers les endroits où va se faire la fécondation. Chez l'homme, la fécondation ne se fait pas en l'homme, mais en la femme. Oui. Donc l'homme, après avoir déposé sa semence en la femme, les spermatozoïdes aidés par la glaire cervicale vont monter dans l'utérus pour aller rencontrer l'ovule. Puis après la fécondation, l'enfant va pouvoir se développer à l'intérieur de l'utérus de la femme. Donc il faut que les canaux par lesquels les spermatozoïdes vont se transporter puissent être libres et facilitent le transport de ces cellules-là. Donc, toute anomalie sur ces trajets-là peut déjà constituer un problème. Donc il y a ce qu'on appelle les causes sécrétoires. Les causes sécrétoires, c'est toutes les causes qui sont liées aux testicules qui font que le testicule n'est pas capable de produire les spermatozoïdes. Il faut aller chercher pour trouver. Vous avez les causes excrétoires où il y a un problème sur le trajet de transport. Vous avez les canaux déférents qui sont peut-être obstrués, où il y a une infection de ces canaux qui font qu'ils ne sont plus perméables pour faire passer le spermatozoïde, etc. Et toute anomalie sur ce trajet-là peut justifier une infertilité masculine. Mais on décrit également la varicocèle. La varicocèle, c'est la dilatation variqueuse des veines qui drainent les testicules. Ces veines qui sont chargées de transporter le sang issu des testicules vers le cœur peuvent, dans certaines pathologies, se dilater et s'asseoir sur les testicules et produire de la chaleur. Or, les testicules, en principe, doivent être à une température plus basse que celle du corps. Voilà pourquoi le bon Dieu a bien voulu les loger dans une poche qui pend vers le bas et qui fait qu'en période de chaleur, le testicule est en dehors du corps et loin de la chaleur du corps. Et quand il fait froid, ces muscles qui forment la poche se contractent et remontent les testicules pour que tout le temps l'usine soit à la température normale. Malheureusement, dans la varicocèle, ces veines se dilatent et s'asseyent sur les testicules et produisent délivrent une température qui est celle du corps en permanence. Ce qui fera que la température des testicules va les empêcher à produire normalement les spermatozoïdes. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle l'orchite ourlienne. Ce qu'on appelle dans notre culture séméouï, c'est l'oreillon, où les enfants ont la parotédite virale qui, lorsque elle est mal prise en charge, peut entraîner une infection des testicules à distance, ce qui va être responsable de cette infertilité. On décrit également la cryptorchidie ou l'ectopie testiculaire. Les testicules, à leur naissance, naissent dans la région lombaire, quelque part là, et vont descendre vers le bas dans les bourses. Et on s'est rendu compte qu'il arrive que ces testicules n'achèvent pas leur trajet avant que l'enfant ne naisse. Il y a plusieurs enfants qui naissent avec les bourses vides, c'est-à-dire ce qu'ils appellent
testicules, c'est des bourses en fait. C'est une poche qui loge les testicules. Et les testicules sont à l'intérieur des bourses. Donc les testicules donc, ne descendent pas dans les bourses. Dans ces conditions, c'est des testicules qui vont être exposés à la température du corps pendant très longtemps et l'usine donc ne sera pas capable de produire les spermatozoïdes. Nous avons des cas de chirurgie, un patient qui a été opéré d'une chirurgie de laine, c'est des chirurgies qui se font sur le trajet de ce qu'on appelle le cordon spermatique, dont l'un des éléments est le canal déférent. Donc, au cours de cette chirurgie, on peut léser ces organes. Donc, toute chirurgie de laine peut entraîner cette conséquence-là. Toute chirurgie des testicules, toute chirurgie de l'abdomen qui passe sur le trajet de ces déférents peut entraîner une lésion. Nous avons aussi les accidents, des traumatismes des organes génitaux externes. On a eu des cas où des gens ont fait des accidents et ils ont perdu leurs testicules au cours de l'accident. On parle d'avulsion des testicules. Et à partir de là, vous n'avez plus de testicules, donc vous ne pouvez pas avoir des spermatozoïdes. Voilà quelques cas, on ne peut pas tout citer. Alors dites-nous, comment détecter l'infertilité chez l'homme ou chez la femme? L'infertilité chez l'homme, lorsque l'homme vient en consultation, il faut d'abord s'assurer qu'il s'agit vraiment d'une infertilité. Est-ce qu'ils vivent ensemble? Est-ce qu'ils ont des rapports sexuels fréquents, complets, réguliers? Est-ce qu'ils ont des difficultés par rapport à leur sexualité? Il faut d'abord diagnostiquer cela et essayer de régler pour favoriser la fréquence de ces rapports sexuels. Première chose. Deuxième chose, il faut faire l'examen du sperme. Le sperme qui est constitué de substances sécrétées par les vésicules séminales, par la prostate, les glandes de Cooper et la sécrétion testiculaire qu'on appelle les spermatozoïdes. C'est l'ensemble de tout ça qui va constituer le sperme. Donc il faut faire une analyse du sperme. Après 3 jours d'abstinence, on va prélever, souvent par masturbation ou au cours d'un coït, le sperme du malade qu'on va examiner 30 minutes après avec des microscopes spécifiques. Et on analyse, on apprécie le nombre de spermatozoïdes par millilitre. On estime que lorsque un homme a plus de 15 millions de spermatozoïdes par millilitre, il est fertile. Et par éjaculat, s'il a 39 millions de spermatozoïdes, il est fertile. Mais le nombre ne suffit pas. Il faut que ce soit des spermatozoïdes quantitatifs, mais aussi qualitatifs. Parce que pour pouvoir jouer le jeu de la danse des gamètes, des spermatozoïdes qui flèchent pour aller chercher l'ovule et le pénétrer, il faut que ce soit des spermatozoïdes vigoureux. Donc on évalue leur vitalité à la première heure, à la seconde heure, et on les classe en fonction de leur mobilité. Il y a la grande mobilité qu'on appelle la mobilité A, la mobilité moyenne qu'on appelle B, et la mobilité supérieure qu'on appelle la mobilité C. Donc tous ces paramètres sont étudiés dans le sperme, et après cela, on peut conclure, on peut diagnostiquer le sperme et dire voilà, c'est un sperme fécondant, c'est un sperme à capacité fécondante basse, ou c'est un sperme qui ne peut pas féconder. Et c'est à partir de là qu'on fait les explorations. Mais il n'y a pas que ça. En dehors de l'étude du sperme, on va faire des explorations pour voir est-ce qu'il y a des infections. On va rechercher s'il y a une infection à chlamydia. On va rechercher d'autres infections s'il y en a eu dans le passé. On va faire des échographies des testicules pour voir est-ce que les testicules sont en bon état. Est-ce qu'il y a une tumeur testiculaire? Est-ce qu'il y a des éléments qui obstruent les voies de transport, les canaux par lesquels les spermatozoïdes doivent être transportés? On vérifie par l'échographie s'il y a une varicocèle. Si elle est unilatérale, c'est d'un côté, ou bilatérale des deux côtés. Voilà autant de choses que nous faisons chez l'homme pour l'explorer. Voilà. L'infertilité. Et ce n'est pas tout. On peut aller plus loin. Il faut savoir que pour que les gonades puissent sécréter les spermatozoïdes de bonne qualité, elles doivent être stimulées par des hormones sécrétées par le cerveau, les hormones hypovisaires, la FSH et la LH. C'est sous l'effet de cette sécrétion que les testicules produisent les spermatozoïdes et la testostérone qui est une autre hormone qui va jouer d'autres rôles.
Donc, alors l'infertilité, puisque c'est de cela que nous parlons, est une affaire de couple, je le rappelle. Bien sûr. Docteur Magloire, que doit faire la femme dont l'homme est infertile pour sauver le couple et vice-versa? Oui, il n'y a pas une évaluation d'hommes infertiles sans s'assurer que la femme est fertile. Il faut dire que les hommes sont responsables, strictement, uniquement responsables de l'infertilité du couple que dans 20%. Dans 40%, c'est une infertilité mixte, c'est-à-dire l'homme est responsable en partie, la femme est responsable en partie. Et la femme seule est responsable pour 40%. Donc si on totalise la participation de l'homme dans l'infertilité du couple, c'est évalué à 60%, c'est-à-dire vous prenez 100 couples infertiles, 60 hommes dans ces couples-là vont participer à l'infertilité du couple. Et les femmes, ce sera 20%. 80%, pardon, 80%. Donc les hommes sont un peu moins responsables de l'infertilité, mais cela ne veut pas dire que c'est la femme seule qui peut être responsable. Malheureusement, depuis la nuit des temps, la conception africaine est que l'homme est considéré comme étant vigoureux, fort, puissant et capable de féconder, de se reproduire facilement, et c'est la femme qui est souvent accusée, parfois à tort. On a eu bien des cas de couples où la femme a été accusée pendant des années et le jour où elle s'est séparée pour aller s'essayer avec un autre, elle tombe enceinte. Donc aujourd'hui, il n'y a pas que la femme qui est responsable, il faut savoir que l'homme aussi peut être responsable. Chez la femme, on peut parler un peu des anomalies au niveau de l'ovaire, des deux ovaires. Est-ce que les ovaires sont malades? Les kystes des ovaires, les ovaires microkystiques, macrokystiques, etc. Est-ce que les trompes sont perméables? Est-ce que l'utérus est en bon état? Est-ce qu'il y a des myomes? Est-ce qu'il y a tant de questions qu'on peut se poser? Est-ce que la femme ovule? C'est des paramètres Tant d'interrogations. Voilà. Alors, docteur, parlez-nous très rapidement des traitements possibles pour un homme qui souffre de ce mal. Un homme qui souffre de ce mal, d'abord, les traitements peuvent se faire en fonction de la cause. Lorsque c'est des causes opérables, on opère. Vous souffrez d'une varicocèle, on va vous opérer, on va faire une varicocélectomie. Ça, c'est les urologues qui le font. On va le faire et dès qu'on le fait, on dégage les testicules de la chaleur qui est produite par ces vaisseaux dilatés et les testicules retrouvent leur capacité fécondante et généralement, ça permet d'avoir au bout de plusieurs mois un enfant. On a plusieurs cas où des couples sont tombés, la femme est tombée enceinte après qu'on ait opéré son mari. Alors, quel est le pourcentage de chances qu'un homme infertile a de procréer après traitement? Après traitement, les chances varient, mais on peut dire qu'en moyenne, 60% des hommes infertiles trouvent une solution à leurs problèmes. Après traitement, bien sûr. Après traitement, bien sûr, 60%. Alors, dites-nous, docteur, à quel moment passe-t-on à la fécondation in vitro? La fécondation in vitro est la solution extrême. Lorsque on n'est pas arrivé à solutionner le problème que pose l'homme infertile ou la femme infertile, on fait recours à cette solution qui est la dernière solution. On prélève l'ovule de la femme qu'on féconde avec le spermatozoïde de l'homme. Oui. Si il est capable de produire encore des spermatozoïdes vivants, on fait la fécondation in vitro et on l'implante dans l'utérus de la femme après quelques jours. Et ce n'est pas le plus extrême. Il arrive que l'homme soit incapable de produire. Les hommes stériles qui sont incapables de donner d'enfants, eux, quel que soit ce qu'on fera, ils seront incapables de donner naissance à un enfant. Là, il y a des dons de sperme, il y a des banques de sperme qui existent dans les centres de prise en charge. On va prendre le sperme d'un autre homme qui l'a déposé, tout simplement comme on dépose le sang, qui nous aide à sauver les vies humaines chez les patients anémiés. On va prélever ces spermes et on féconde l'ovule de la femme et on l'implante à la femme. Des fois, c'est peut-être la femme qui est incapable de porter un bébé. Oui. On prend son ovule, on prend son ovule, on féconde avec le spermatozoïde de son mari et une autre femme va porter la grossesse. Ça, on appelle les mamans porteurs de bébés. Docteur Magloire Yebbi, je rappelle que vous êtes chirurgien, urologue, andrologue. Quelques conseils à prodiguer afin de préserver sa fertilité?
afin de préserver sa fertilité, il y a des postures dans lesquelles il ne faut pas se mettre. Il faut dire que les fumeurs, ceux qui sont des tabagiques, s'exposent à l'infertilité. Ceux qui sont dans des professions où ils s'exposent à l'inhalation de certains gaz, comme le benzène, comme les odeurs de peinture, etc., c'est des gens qui s'exposent à l'infertilité plus tard. Et il faut éviter de se faire traiter, de faire une automédication lorsqu'on est jeune et que vous avez une infection. Il faut éviter l'automédication. Il faut se faire traiter complètement et correctement par un médecin spécialisé, s'il le faut, parce que ces infections négligées vont vous conduire vers l'infertilité plus tard. Et il y a le diabète, je ne le dirai jamais assez, le diabète peut réduire la fertilité d'un homme parce que le sang circule difficilement lorsque vous souffrez du diabète à cause de l'épaisseur de ce sang-là, à cause de la concentration en sucre. Et tout ça peut jouer, la qualité des vaisseaux est altérée avec le temps, et tout ça peut jouer sur la qualité de la fertilité. Et lorsque vous vous mariez et que vous vivez en couple, et qu'après 1 an, vous n'avez pas d'enfant, après des rapports sexuels complets, fréquents et réguliers, il faut savoir qu'il faut faire recours à un spécialiste, à l'urologue. On en a au Bénin, donc nous sommes là pour vous servir. Quelles sont les conséquences que l'infertilité peut avoir sur un couple? L'infertilité peut avoir des impacts vraiment désastreux sur un couple. D'abord, chez nous en Afrique, il faut dire que ce qui commence en premier, c'est la pression de l'environnement. L'environnement familial, social, professionnel. Vous vous mariez, vous faites 2 ans, 3 ans, vous ne faites pas d'enfants. On commence par vous demander, madame, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, qu'est-ce qui se passe? C'est une pression qui est difficile à supporter, qui peut amener parfois même au divorce. Mais en dehors de ça, un homme ou une femme qui se marie, qui n'arrive pas à faire des enfants, est tout le temps anxieux. C'est l'anxiété, c'est des soucis tout le temps, c'est des problèmes pour dormir, etc. Mais l'idéal, c'est de ne pas rester cloîtré sur soi et de se diriger vers les spécialistes pour chercher à avoir une solution aux problèmes posés. Merci à vous, Dr Magloayevi. Chers internautes, l'infertilité ou la stérilité est un mal, certes, mais un mal qui a de solutions dans la majorité des cas de nos jours. On aborde à présent la dernière rubrique de cette émission pour parler de mandarine avec Aude Guézodji. Aude, bonjour. Bonjour Tatiana. Alors aujourd'hui, nous allons à la découverte de la mandarine. Évidemment, la mandarine est un fruit riche en eau à plus de 85%, source de minéraux tels que le calcium, la potassium, le phosphore, la magnésium, le fer et le cuivre. Elle renferme aussi différents types de composés antioxydants. Au même titre que le melon et l'orange, la mandarine est moyennement énergétique. Elle apporte une calorie d'environ 53 kg au 100 g et offre une quantité importante de vitamine C et de provitamine A. Pour finir, la peau de la mandarine peut également être utilisée dans des préparations médicales. Merci à vous, Aude. J'espère que vous consommez la mandarine. Hein? Beaucoup. Alors un mot sur la consommation de la mandarine? La mandarine est un très beau fruit que je connais depuis très longtemps, que j'ai consommé puisque j'ai eu l'opportunité des vergers scolaires où on avait la mandarine. C'est un très bon fruit et c'est bon pour la santé. Dr Magloayevi, merci à vous. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin ce numéro de votre émission Bien-être et santé. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un autre numéro.